La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce mardi, la prévention des conflits, la protection des droits de l'homme et de l'enfant. Les journalistes ont désormais un document référence pour le traitement de l'information en la matière. Une charte signée ce mardi. Également dans l'actualité ce soir, nous allons nous familiariser avec quelques pratiques culturelles innovantes en agriculture organique régénérative et ce sera le dossier de cette édition. Et puis, coup d'envoi ce mardi du 35e championnat militaire et paramilitaire de football, compétition à suivre à l'état-major général des forces armées togolaises. En fin de journal, la cérémonie d'ouverture. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. C'est en pleine promo ici et ailleurs. L'UEMOA n'est pas en reste. L'organisation ouest-africaine tient à Lomé une rencontre sur les énergies renouvelables. Question en toile de fond, quel cadre réglementaire pour mieux promouvoir les énergies renouvelables au sein de l'Union? Les discussions sont ouvertes à Lomé. Carmen Maji à Capou. En 2009, face à la crise énergétique, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a adopté une stratégie dénommée Initiative régionale pour l'énergie durable IRED pour permettre aux citoyens de l'Union d'avoir accès à une énergie propre et à prix bas. Pour y parvenir, la commission de l'UEMOA a réalisé un cadre réglementaire favorable à la mise en place d'un marché des énergies renouvelables. Les acteurs impliqués dans les questions énergétiques dans l'UEMOA sont donc à Lomé pour partager et faire des propositions en vue d'améliorer ce cadre. Cette manifestation est co-organisée par les 3 institutions ou organes de l'UEMOA. Elle se place dans le prolongement du forum organisé il y a 1 an, en novembre 2018, à l'occasion du 45e anniversaire de la BOAD. Le forum de 2018 avait en effet pour thème l'énergie solaire dans l'économie des pays de l'UEMOA, état des lieux, enjeux et politique. Il nous a semblé important que les recommandations visées soient approfondies afin que des mesures d'application soient au besoin identifiées et mises en œuvre pour la création ou l'amélioration des conditions favorables au développement de l'énergie solaire dans notre sous-région. En dépit des efforts engagés aussi bien par les États que par la commission de l'UEMOA, des défis restent à relever pour accélérer le processus de transition vers un mix énergétique dominé par les énergies renouvelables. Cette rencontre de Lomé permettra donc de revoir le cadre régissant le sous-secteur des énergies renouvelables. Et des paroles aux actes, voici ce geste des forces armées togolaises. La mise en service de kits solaires dans des établissements dans le Kwenjal, c'est un volet de l'opération Koudouari avec des objectifs précis, lesquels, eh bien voyons cela avec Jazimna Mbaga. Cette effusion de joie n'a d'égal que la grandeur de l'acte posé par les forces armées togolaises au profit de la communauté de Borgou dans la préfecture de Kwenjal. Les militaires ont apporté la lumière dans le CEG de la localité grâce à l'énergie solaire. Le kit est composé de 2 panneaux de 100 watts, d'une batterie de 200 ampères-heure et d'un convertisseur de 12 à 220 volts. C'est un geste noble des forces armées togolaises dans le souci d'améliorer les conditions d'études des enfants. Avant, pour apprendre, c'était tellement difficile pour nous. Devant les torches, des fois les torches s'éteignent, on n'arrive pas à bosser comme il le faut. Donc des fois aussi manque de moyens pour pouvoir payer les piles. Donc c'était tellement compliqué. Mais maintenant que la lumière est placée, bon, nous pouvons venir ici apprendre comme nous voulons
et faire en sorte que la fin de l'année, nous puissions donner un bon résultat. Nous disons un sincère merci au chef de l'État et son gouvernement qui ne cesse jamais de penser à sa population. Nous sommes très reconnaissants et nous prions pour que Dieu lui donne la force d'être toujours au pouvoir et de nous aider comme il le faut. Dieu, pour aider quelqu'un, il passe par une autre personne. C'est pourquoi il a passé par la force armée togolaise qui sont venus nous installer les plaques solaires. Merci aux forces armées togolaises, merci au chef de l'État, Fort Essosimena Nyasingbe. Ce don de kits solaires est mené dans le contexte de l'opération Kunjuare, un dispositif militaire préventif en cours depuis 2018 dans la région des Savanes pour contrer toute tentative d'infiltration de djihadistes, de terroristes et autres extrémistes violents au Togo. C'est un message fort de la Grande Muette qui exprime ainsi sa proximité avec les populations riveraines de ces manœuvres afin de susciter leur compréhension, leur adhésion et surtout leur concours pour la coproduction de la sécurité. Nous nous rendons compte qu'effectivement, nous ne sommes pas oubliés. C'est ce que nous venons de voir. La lumière, c'est vraiment un élément fondamental pour le développement. Le plus grand remerciement qu'ils vont adresser au chef de l'État, c'est leur réussite massive à la fin de l'année. Les forces armées togolaises ont fait les mêmes installations au lycée de Mandouri pour le plus grand bien des élèves. L'avènement de la lumière, aussi bien que la présence rassurante des militaires sont ici vivement salués. Je remercie bien le chef de l'État pour avoir permis qu'on nous place la lumière dans notre établissement. Car avant sans cette lumière, on allait jusqu'à la ville pour apprendre. Vraiment, cette lumière qu'on nous a placée va beaucoup nous aider à étudier. C'est une bonne chose parce que l'armée se rapproche de la population pour essayer de sécuriser cette population pour qu'elle n'ait pas peur. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en allant au champ ou bien en allant à l'école, tout le monde a la peur au ventre. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les militaires à côté de nous, nous sommes rassurés et nous n'avons plus peur de faire quoi que ce soit. Ces activités viennent éclairer d'une nouvelle lumière nos populations par rapport à ce que l'armée est capable de faire. On a toujours vu en un soldat un guerrier. On ne sait pas qu'il y a des artisans, des ingénieurs, des médecins parmi les militaires. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et nous en sommes heureux d'œuvrer aux côtés de nos frères militaires pour montrer à la population à quel point le chef de l'État et son gouvernement sont soucieux du bien-être de la population togolaise. Le plus grand trésor du Togo est et reste la paix et la sécurité que rien au monde ne peut égaler. Les forces armées togolaises, au-devant desquelles le président de la République, Fort Essosimena Nyasingbe, ont pour principale mission de protéger et de garantir cette paix. La population est aussi exhortée à contribuer au maintien de cette paix à grands coups de renseignement pour qu'elle soit inclusive et durable. Et on reparle des forces armées togolaises en fin d'édition. Restez avec nous. Ils sont nombreux aujourd'hui, ces navires sous pavillon togolais. Comment améliorer la gestion? Eh bien, le Haut Conseil pour la mer est en discussion avec son partenaire, la Société internationale registrée Chine Bureau. Attendu donc une solution pour un meilleur contrôle. Louis Cassis. Ils sont à leur première séance de travail au titre de l'année 2019. Le Haut Conseil pour la mer et son partenaire d'enregistrement et de classification des navires battant pavillon togolais International Registration Bureau IRB. En toile de fond, l'évaluation du niveau de collaboration entre les deux parties et l'analyse de nouvelles actions à mener pour plus de résultats. Au niveau de l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y a des aspects sur lesquels nous devons améliorer notre performance pour une meilleure visibilité du pavillon togolais. Et avec les implications dans la géopolitique mondiale et les questions de sécurité internationale, il y avait lieu que nous examinions certains points liés à l'implication ou au transport maritime international impliquant les navires sous pavillon togolais. Donc ce travail a été fait et il a été retenu que nous devions davantage changer plus d'informations pour pouvoir prendre des mesures à temps
afin d'éviter que les navires sous pavillon togolais se retrouvent dans des situations internationales qui entacheraient l'image du pays. Vous comprenez que cette démarche rentre parfaitement dans la politique du Togo et à travers le PND, parce que le PND ne peut pas se sentir mieux lorsque nous avons des problèmes au niveau de notre pavillon, alors que le Togo veut avoir une industrie maritime qui puisse entraîner la création de l'emploi et beaucoup de choses au niveau social. Dans le domaine, le Togo fait partie des têtes de peloton. Il est le deuxième meilleur en matière de gestion de pavillons et d'immatriculation en Afrique après le Libéria. Des actions fortes sont déjà pensées pour maintenir le cap. L'avenir, c'est la mer. L'idée à terme, c'est de pouvoir donner des opportunités aux jeunes Togolais qui pourront également avoir des chances et des opportunités dans le secteur maritime. Il nous faut également établir ou bien fonder une académie maritime ici au Togo pour la formation des experts togolais qui prendront la relève en ce qui concerne la gestion du registre international à l'avenir. Et troisième point, nous avons également discuté de comment est-ce que nous pouvons utiliser la technologie pour que le secteur maritime soit un secteur qui soit à la pointe de la technologie. En 10 ans d'exercice, le pavillon togolais fait déjà ses preuves et est admiré par ses pairs. Il va en guerre contre tous les navires qui ne respectent pas les normes en vigueur dans le secteur. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, c'est désormais le guide en matière de prévention des conflits et de la protection des droits de l'homme et de l'enfant pour les médias au Togo. La charte signée ce mardi, la HAC et les organisations professionnelles de la presse en sont partie prenante. Les grandes lignes, la cérémonie avec Lucassi. Elle est actée. La charte des médias pour la prévention des conflits et de la protection des droits de l'homme et de l'enfant au Togo, signée par le ministère en charge de la communication, la HAC et les organisations de presse. Une signature qui engage les professionnels des médias à jouer leur partition en ce qui concerne les droits de l'homme et de l'enfant. Il leur est aussi recommandé le respect scrupuleux des règles déontologiques et éthiques pour prévenir et éviter les conflits et violences. Nous sommes partis donc d'un constat que dans tous les cas il y a la résurgence donc de certaines formes de violence et qu'il y a nécessité que les organes de presse, les médias ou les journalistes en général puissent se doter d'une certaine règle de conduite au niveau donc de la couverture ou plutôt du traitement de l'information concernant ces aspects que nous avons signés. C'est un canevas que nous avons trouvé et nous avons demandé justement à ce que les partenaires que sont le PNUD et l'UNICEF puissent accompagner cela à travers donc un financement. Ça va être disons des émissions réalisées, des articles écrits, des messages que nous aurons à diffuser, mais qui seront faits à partir d'un financement, d'un projet justement que nous aurons à soumettre donc à ces partenaires là. La signature de cette charte fait suite à une série de formations et de sensibilisation à l'endroit des professionnels des médias sur le sujet. Des activités initiées par la HAC avec l'appui du PNUD et de l'UNICEF. Finalité, amener les médias à contribuer au maintien de la paix. Nul n'ignore l'importance et le rôle des médias et de la presse dans la préservation de la paix sociale dans un pays. L'implication de la HAC aux côtés du PNUD et de l'UNICEF dans la lutte contre les conflits et violences et la promotion des droits de l'homme et de l'enfant cadre bien avec sa mission qui est de veiller à ce que les médias ne diffusent ou ne publient des informations qui pourraient conduire à des violations récurrentes de ces droits. Vous êtes allé plus loin en vous engageant à travers la charte que vous allez signer ce matin à mener dans les prochains jours et mois des actions concrètes dans le cadre de la responsabilité sociale du journaliste en vue de promouvoir la paix, le dialogue, les droits de l'homme et de l'enfant. Je voudrais vous en féliciter surtout que pointe à l'horizon une des périodes de la vie d'une nation au cours de laquelle des angoisses et peurs, justifiées ou non, peuvent conduire à des dérives. Je vous exhorte donc
à jouer pleinement et professionnellement votre rôle sans vous substituer aux leaders politiques. Le respect des droits de l'homme renforce la démocratie et consolide la paix sociale. La responsabilité des professionnels des médias est désormais engagée en ce qui concerne la consolidation de la paix et la lutte perpétuelle contre la propagation de l'extrémisme violent. Nous l'apprenons souvent, une enquête est ouverte suite à telle ou à telle autre affaire, mais les résultats jouent l'Arlésienne. Ils se font toujours attendre. La faute parfois au manque de collaboration entre la police judiciaire et les autres services spécialisés. Comment faciliter donc cette collaboration? Eh bien, une occasion pour le ministère de la Justice qui tente de trouver une solution. Les précisions, Augustin Cossy. Quand on engage une poursuite ou enquête de police judiciaire, l'apport d'un expert est souvent nécessaire. On parle du recours à une expertise pour soit caractériser les infractions, soit quantifier les préjudices subis par les victimes. L'expert est surtout sollicité au moment de diversité de domaines ou de complexité des affaires. Vous engagez une poursuite actuellement avec les nouvelles technologies, vous devez pouvoir perquisitionner le téléphone portable de la personne soupçonnée. Vous devez pouvoir y recueillir des données. L'OPJ, pour avoir ces données-là, doit recourir à un expert. Les communications téléphoniques, l'OPJ doit s'adresser à une société de communication. Les viols, les violences volontaires, les homicides. Il va falloir que la relation de cause à effet soit déterminée entre celui qui est poursuivi pour avoir commis le meurtre et l'individu. Le juge ne peut le faire sans l'apport des experts, les experts médicaux, les experts en police technique et scientifique. Et puis un élément important, l'expertise mentale. Malheureusement, beaucoup de procédures traînent. Les experts tardent à fournir les résultats dans la plupart des cas. Avec le ministère de la Justice, on en parlait ici. Plus de 50 médecins de diverses spécialités, banques et finances, ainsi que d'autres domaines pour s'imprégner des formalités et procédures à suivre. Avec le nouveau code pénal, le refus ou bien le défaut d'inexécution d'une expertise requise par la justice peut faire l'objet de poursuites pénales. Nous allons conscientiser les experts à exécuter rapidement les diligences d'expertise pénale. Deuxièmement, nous allons recueillir leurs doléances qui seront formés sous forme de recommandations, mais ils prendront également des engagements. Et ensuite, nous allons définir la composition d'un comité qui sera mis en place. Il sera présidé par le directeur des affaires pénales et des grâces du ministère de la Justice. Lorsqu'une des parties prenantes arrive à manquer à son engagement au serment, ce comité mis en place jouera de la facilitation. La question genre évoquée encore ce soir et à la faveur cette fois de la 19e conférence annuelle du RESACAS. La rencontre à Lomé depuis ce matin. Objectif, amener les femmes à travailler davantage à la réduction de la pauvreté. Mais comment exactement? Les échanges dans ce reportage de Seouro Urotu et Kwesala. Dans les activités champêtres et économiques, elles sont les plus représentées. Les femmes africaines occupent plus de la moitié de la population du continent. L'élimination de la faim et de la pauvreté, fixée comme objectif dans la déclaration de Malabo de 2014, ne peut être atteint sans la prise en compte de l'égalité genre. Cette 19e conférence du RESACS est consacrée à la problématique. Les réflexions seront menées autour de ce rapport qui met en évidence une quarantaine d'indicateurs. Le rapport non seulement analyse plus d'une quarantaine d'indicateurs pour pouvoir mesurer les progrès et les performances qui sont accomplies dans la mise en œuvre du PDAA, mais également il choisit un thème spécifique, c'est de partager ce que nous connaissons à partir de l'évidence qui existe, les faits et les analyses qui existent. Ce n'est pas je pense ou je crois, mais voilà une analyse très correcte, très pratique, claire, qui démontre les coûts de l'exclusion, les bénéfices de l'inclusion, les entraves qui existent et comment les surmonter. Pour placer la femme comme acteur de développement là où elle doit être pour pouvoir contribuer comme tout le monde. Le Togo s'honore d'accueillir cette rencontre du RESACS
Une occasion pour le ministre en charge de l'agriculture de présenter au pays présent les grandes ambitions du gouvernement à travers le plan national de développement dont l'axe 2 est consacré à la transformation du secteur agricole. Noël Koutera Bataka appelle les participants à des propositions concrètes et tangibles pour atteindre les résultats attendus de ces assises. Nous vous convions à produire de la connaissance et des éléments d'évidence pour nourrir les réflexions et les mesures politiques à prendre afin d'induire une transformation réelle des modèles économiques de nos nations. Nous devions analyser les fondements de ces disparités. Nous devions évaluer les impacts de toutes les initiatives qui ont permis, à chaque fois qu'on a investi dans l'équité, nous devions ressortir des lignes directrices qui doivent nous servir d'outils méthodologiques, devant nous permettre d'avoir des stratégies sexo-spécifiques afin d'induire une amélioration significative dans les agissements au-delà de nos discours et de nos belles paroles. En matière d'intégration du genre dans le secteur agricole, 3 pays africains sont en avant: le Rwanda, la Namibie et l'Éthiopie. La rencontre de Lomé devra amener les pays participants à leur emboîter le pas pour donner aux femmes leur place dans le développement de l'Afrique rurale. Et ceci nous amène à évoquer l'agriculture organique régénérative. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien justement, une quarantaine de producteurs et de techniciens agricoles sont en session de formation sur le sujet. Les pratiques devraient donc changer après. Les attentes avec Tchazim Labaga. Ces techniciens et producteurs agricoles de la région des Savanes, au nombre de 40, s'imprègnent ici des pratiques innovantes de l'agriculture organique régénérative. Il s'agit des techniques agroécologiques qui visent à renforcer naturellement la qualité des sols ou de restaurer la fertilité des sols malades ou épuisés dans le respect de l'environnement et de la santé. L'ONG Rafia recherche appui et formation aux initiatives d'autodéveloppement a fait de ce transfert de technologie la première activité de son projet Intensification durable des pratiques agroécologiques dans la région des Savanes. Nous nous rendons compte aujourd'hui dans la région des Savanes que l'utilisation des intrants chimiques, sinon de l'engrais, sur nos sols très pauvres en matière organique, l'efficacité même de cet engrais-là ne fait même pas 20%. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps de changer de paradigme. Il est temps de changer notre manière de faire. Le changement passe donc par l'acquisition de ces nouvelles technologies agricoles, notamment la fabrication de phosphates, la reproduction de bactéries acidolactiques ou le biofertilisant à base de sang animal. On a appris beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans nos champs à mieux produire. On nous a aidé à apprendre comment on peut pratiquer notre engrais P là pour que ça nous aide dans nos champs. Avec cette formation, l'ONG Rafia vise une meilleure diffusion des pratiques agroécologiques dans la région des Savanes afin de contribuer à l'amélioration de la productivité et la rentabilité des exploitations familiales ainsi que des ressources naturelles. Démarré depuis juillet 2019, le projet a une durée de 3 ans. Il bénéficie de l'accompagnement de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA-CEDEAO. Encore un moment sur ce qui pourrait bien changer les pratiques innovantes de l'agriculture régénérative. Et voyons cela avec Tchazim Labaga. Et c'est le dossier de cette édition. De la bouse de vache. Le bokashi que voici est une pratique de l'agriculture organique régénérative. C'est une cuisson à la vapeur de la matière organique. Il est recommandé pour les sols très pauvres. C'est une succession de balles de riz, de sol, de la bouse de vache. Et ensuite, nous arrosons maintenant avec le jus de canne. Le jus de canne mélangé avec la levure de boulangerie. C'est une matière organique qui est très puissante, qui est plus puissante que le compost parce que ça contient vraiment beaucoup de micro-organismes qui peuvent donner un pouce
au sol, surtout les sols vraiment dégradés. Pour ce type de sol, une autre technologie est aussi développée. Il s'agit de la capture et de la reproduction des micro-organismes de la litière des forêts. C'est la litière. Et donc ces micro-organismes, nous on veut les multiplier. On met cette litière-là, on ajoute un peu de son de riz, ainsi de suite, pour donner de la nourriture à ces micro-organismes qui vont se multiplier. Ensuite, nous, on viendra les récupérer, ces micro-organismes, qu'on peut amener au champ. Le temps, ils vont coloniser le sol de votre champ et c'est ça notre agriculture que nous voulons. L'agriculture organique régénérative innove aussi au niveau des fertilisants. Ici, on parle de biofertilisants à base de sang d'animaux et de phosphites. Principalement dans les eaux, nous avons ce qu'on appelle le phosphore, un élément important pour la structure des plants. Nous essayons de rendre cette os-là en poudre d'os et ensuite on passe maintenant à la calcination lente qui permet maintenant de libérer le phosphore qui est piégé au calcium, de le libérer et de le rendre disponible à la plante. Dans le NPK, l'engrais qu'on nous vend, c'est NPK et c'est le P là qui est dans l'os. On a au niveau des mâchoires, jusqu'à 18% de ce phosphore-là qui est au niveau de la mâchoire et au niveau des autres os autour de 14%. Donc, c'est une quantité énorme de phosphore qui est bien sûr souvent ignorée dans la nature et que nous pensons que nous pouvons utiliser. Quand vous arrivez dans les abattoirs, c'est difficile de gérer le sang qui est au niveau des abattoirs. Ça constitue même un problème de santé publique parfois au niveau des abattoirs, alors que c'est une quantité énorme d'azote qui est posée là. Nous avons des processus pour casser les liens et libérer l'azote qui est dans le sang pour l'agriculture, puisque dans le sang, c'est beaucoup l'urée qui est dedans. Une seule philosophie guide l'agriculture organique régénérative. Utiliser de façon naturelle et équilibrée les ressources de l'écosystème pour produire de manière durable afin de se nourrir de façon saine et équilibrée. Les problèmes de santé que nous rencontrons de façon récurrente aujourd'hui, que ce soit nous les humains, que les animaux que nous élevons, avec les pestes qui arrivent, qu'on n'arrive plus à contrôler, sont en partie dus à ce que nous mangeons. À l'alimentation déséquilibrée que nous mangeons, quand vous nourrissez le maïs avec de l'engrais, vous avez un produit qui est déséquilibré. Parce que le maïs nourri avec de l'engrais, c'est de la perfusion qui fait que ça rend la plante paresseuse. La plante ne puise plus les éléments minéraux essentiels dans le sol. D'abord, les engrais viennent tuer tous les micro-organismes qui synthétisent ces éléments minéraux qui sont essentiels pour la plante. Et donc, la plante n'absorbe que l'engrais synthétique qu'on a apporté, le N, P et le K. Or, dans les graines, on a besoin, au-delà de ces NPK, des éléments essentiels que la plante, avec la nutrition chimique, n'arrive plus à faire. Donc, nous avons des cultures, des fruits qui malheureusement ne sont plus équilibrés. Et donc, automatiquement, notre système immunitaire est aussi atteint parce que nous mangeons ce qui n'est pas équilibré. Nous n'avons plus une flore microbienne qui travaille correctement et donc nous sommes exposés à tout genre de maladies et c'est ce que nous vivons et nous pensons qu'avec l'agriculture organique, nous pouvons changer vraiment ce paradigme. Les pratiques innovantes de l'agriculture organique régénérative sont promues par l'agroécologie qui est la tendance de nos jours. Voilà, on en sait donc un peu plus ce soir sur ces pratiques innovantes de l'agriculture régénérative de Cécile Tchazimna Mbaga. Le PND, on vient de l'entendre, chacun apporte sa pierre à sa réalisation. Le secteur tourisme se met aussi dans les rangs. Ces acteurs se demandent bien ce qu'il faut faire exactement. Gisèle Kozona, Sonia Medipo. Le Togo veut mettre à contribution son secteur touristique dans l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND. Le pays mobilise déjà les acteurs du secteur à travers ce premier forum du tourisme. À cette rencontre, responsables de compagnies aériennes, d'agences de voyage, restaurateurs et hôteliers explorent les voies et moyens pour asseoir un mécanisme susceptible de faire de ce secteur un maillon stratégique dans la réussite du PND.
Le secteur du tourisme a de l'espoir. Il est dynamique par rapport à tout ce qui se passe. Nous sommes reconnus dans l'organisation des grandes conférences et nous avons un tourisme d'affaires qui se développe davantage. Le ministère a organisé ce forum pour parler aux opérateurs qui œuvrent dans le secteur du PND et maintenant voir ensemble comment nous pouvons œuvrer pour atteindre les objectifs par rapport aux potentialités que le secteur possède. Le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux. Le secteur privé touristique en particulier a un rôle important à jouer dans l'exécution de ce plan quinquennal. Il convient de retenir que notre pays, le Togo, a enregistré 712 000 touristes en 2018 et se positionne en Afrique de l'Ouest comme une destination touristique en pleine renaissance. Les recettes hôtelières ont été de 48 milliards de francs CFA et le nombre d'emplois directs de 8 000 dans le sous-secteur hôtelier, étant précisé que le Togo était classé au 2e rang mondial en termes de progression du tourisme d'affaires et de congrès, soit 46% entre 2016 et 2017. La vision du président de la République du Togo prospère se traduit dans les faits à travers le plan national de développement PND. Ce plan quinquennal, conçu pour un Togo hub et centre d'excellence, transformationnel et productif, social et inclusif, vise à terme un taux de croissance de l'économie nationale de 7%. Justement, pour la mise en œuvre du PND, il est attendu du secteur privé un financement de 65% du coût total estimé dans sa réalisation. Des communications sur le PND et sur les produits touristiques, sur la démarche qualité et le financement vont meubler ces 2 jours de travaux de ce forum, premier du genre. Il servira également de cadre de réflexion pour trouver une solution durable aux défis auxquels est confronté le secteur afin de le booster et lui donner un nouvel élan. Dans le reste de l'actualité, cette question, comment faire de nous de bons citoyens au comportement civique exemplaire? Eh bien, le journal La Dépêche a sa petite idée sur la question. L'organe vient de lancer une campagne de sensibilisation. Les précisions de Firmé Adjinaré. Parmi les 15 médias sélectionnés sur... L'hebdomadaire La Dépêche, à travers le lancement du projet Média 2019, compte démarrer ses activités liées au civisme et à la citoyenneté. Il s'agit pour l'organe de la presse écrite d'accompagner les actions de formation civique que mène le ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Le but est de contribuer à la vulgarisation de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté en amenant les citoyens à s'approprier les valeurs républicaines. On a prévu un certain nombre de choses à faire. On doit faire des communications, publications, surtout les thématiques qui concernent la formation civique, la désobéissance, le respect de l'autorité, les femmes qui jettent les ordures, ça et là. Donc c'est tout cet ensemble de choses que nous avons retenu et qui a plu au ministère, on nous a choisi. Donc dans les 6 mois à venir, c'est ce que nous allons nous assigner à faire, comme je l'ai dit, avec passion, parce qu'on aime ce genre de travail, c'est pour notre pays, on doit contribuer pour le bonheur de tous. Le lancement de ce projet fait suite à un appel à projet initié par le ministère de la Communication. La Dépêche fait partie des 15 médias retenus à l'issue de la sélection. Du sport à présent, dans cette édition et ouverture ce matin du championnat militaire et paramilitaire de football, c'est l'état-major général des forces armées togolaises qui accueille cette 35e édition avec une cérémonie d'ouverture riche en couleurs, comme les militaires savent bien le faire souvent. Regardez ce reportage de Jean Kofi et Dédi.
Championnat militaire et paramilitaire de football. L'événement annuel qui réunit les forces de l'ordre et de sécurité est à sa 35e édition. Au gradé de l'armée togolaise et autorités sportives ont honoré de leur présence le coup d'envoi de cette fête sportive. 19 unités prennent part à cette édition 2019 que le premier bataillon d'intervention rapide a l'honneur d'organiser. La police nationale, les gens du collège militaire. Après ce défilé des différents corps participants, le chef-corps du premier BIR a convié tous les acteurs à s'approprier les objectifs de cette organisation. Le sport rassemble. Les compétitions permettent à toutes et à tous de s'affronter pacifiquement. Cependant, c'est une compétition pleine d'enjeux, aussi bien pour les équipes participantes que pour les organisateurs. Pour nous tous, un des nobles enjeux de cette compétition est l'opportunité qu'elle nous offre pour communiquer un message clair à nos compatriotes en leur disant que les militaires et paramilitaires sont là, soudés pour les défendre et les sécuriser. Pendant ces instants sportifs, nous devrions donc favoriser et consolider les relations, faire en sorte que ceux et celles qui nous suivent aient le sentiment du renforcement des liens entre la nation et ses forces de défense et de sécurité, gage d'un développement harmonieux. Comme toujours, et mieux encore, ce championnat devra être placé sous le signe de la discipline et du fair play. De son côté, le chef de l'armée de l'air, représentant du chef d'état-major, a souligné les valeurs liées à la pratique du football avant d'insister sur le fair play qui doit régner au cours de cette compétition. Durant donc 3 semaines de compétition, vous aurez à vous mesurer aux autres, à vous surpasser dans le but de conquérir la victoire. Pour y parvenir, l'effort collectif fourni par l'ensemble de l'équipe est nécessaire. C'est en cela que réside la magie du sport en général et du sport en particulier. Le football développe des valeurs collectives indispensables pour la société. Le respect des autres, des règles, de l'autorité, l'engagement, la solidarité, l'esprit d'équipe, la culture de l'atteinte des objectifs et enfin la gestion de l'échec. Ce championnat militaire et paramilitaire de football, il permettra à coup sûr de consolider la fraternité d'armes et l'esprit de cohésion pour plus d'efficacité dans l'exécution de nos missions. Nous devons donc garder en permanence à l'esprit au cours de ce rendez-vous 3 choses à savoir: la discipline, vertu cardinale du métier des armes, la ponctualité sans laquelle toute action planifiée est vouée à l'échec, le fair play qui nous permet de nous retrouver après chaque confrontation, car les perdants d'aujourd'hui seront les gagnants de demain. Puis, place à la rencontre inaugurale. Premier BIR en vert citron face au Airbra en rouge. Le colonel sous le ballon, la passe pour le président du comité national olympique qui touche, qui donne au colonel. Très attendu, les bureaux n'ont pas répondu aux attentes du public. C'est plutôt le Airbra qui fait montre de technicité et de maîtrise de jeu en emportant la première période 2-0. Les éléments du premier BIR devront réagir pour renverser la tendance ou au pire des cas revenir au score. À la reprise, ils l'ont essayé, mais très maladroits, ils ne vont pas parvenir à remettre les pendules à l'heure. En témoigne ce pénalty raté à la 55e minute. Ils vont juste se contenter de la réduction du score à la 112e minute sur un coup franc. Et c'est sur ce score de 2-1 pour le Airbra que cette rencontre inaugurale du championnat militaire et paramilitaire 2019 s'est achevée. Et voilà qui promet beaucoup pour ce 35e championnat militaire et paramilitaire de football.
Ce communiqué, avant de refermer cette édition, communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la célébration de la journée de la fonction publique, le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, en collaboration avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, organise les journées portes ouvertes et administration rapide de proximité sur l'état civil du 18 novembre au 6 décembre 2019 dans les centres d'état civil des communes, des régions, des plateaux et de la CARA. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales invite les populations des dites localités désireuses de se faire délivrer des actes d'état civil, actes de naissance, de décès, transcription de jugement supplétif dans un délai record à se présenter dans le centre d'état civil de leur commune respective. Le ministre remercie la population pour l'engouement qu'elle voudra bien accorder à ces journées et portes ouvertes. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement du côté de l'état-major. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.